Bien que j'ai défendu cette proposition pendant plus de 2 ans, il n'y avait aucune preuve que le gouvernement chinois lui avait accordé la moindre considération, ni même qu'il en ait accusé réception. C'est pourquoi, dans mon allocution du 10 mars 1991, je me suis vu contraint de déclarer qu'à moins que le gouvernement chinois ne réponde dans un avenir proche, je me considérais comme libérée de toute obligation mentionnée dans la proposition que j'avais faite en France. Étant donné qu'il ne semble y avoir aucun bénéfice à tirer des nombreuses solutions que j'ai avancées à propos du Tibet et de la Chine, j'ai dû trouver une nouvelle méthode. C'est pourquoi, dans un discours à l'université de Yale, le 9 octobre 1991, j'ai déclaré: Je considère la possibilité d'une visite au Tibet aussitôt que possible. J'ai deux objectifs à l'esprit pour une telle visite. Premièrement, je veux vérifier par moi-même et sur place la situation au Tibet et communiquer directement avec mon peuple. Ce faisant, j'espère aussi aider la direction chinoise à comprendre les véritables sentiments des Tibétains. Il serait dès lors important que les dirigeants chinois de haut rang m'accompagnent au cours de cette visite et que des observateurs extérieurs, y compris la presse, soient présents pour voir et rapporter leurs observations. Deuxièmement, j'aimerais conseiller à mon peuple de ne pas abandonner la non-violence en tant que forme de lutte appropriée et l'en persuader. Ma capacité à parler à mon peuple peut se révéler un facteur clé dans la construction d'une solution pacifique. Ma visite pourrait offrir une nouvelle opportunité pour promouvoir la compréhension et créer les bases d'une solution négociée. Malheureusement, cette ouverture a été immédiatement déclinée par le gouvernement chinois. À l'époque, la presse m'a demandé à de nombreuses reprises si je souhaitais renouveler mon appel à l'indépendance, étant donné que j'avais déclaré que la proposition de Strasbourg n'était plus valable. À ces questions, j'ai répondu que je ne voulais faire aucun commentaire. Avec beaucoup de doutes et de suspicions, le gouvernement chinois a décrit notre lutte comme un mouvement pour restaurer la vieille société et affirmé qu'elle ne se faisait pas dans l'intérêt du peuple tibétain, mais dans celui du Dalai Lama et de son statut personnel. Depuis ma jeunesse, j'ai été conscient des nombreux défauts du système existant au Tibet et j'ai voulu l'améliorer. À l'époque, j'ai engagé le processus de réforme au Tibet, peu après notre fuite en Inde. Nous avons introduit la démocratie dans notre communauté en exil, pas à pas. J'ai demandé avec insistance et de manière répétée à mon peuple de suivre ce chemin. C'est pourquoi notre communauté en exil a maintenant mis en place un système totalement en accord avec les principes démocratiques universels. Il est impossible pour le Tibet de revenir à l'ancien système de gouvernement. Mes déclarations répétées où j'affirme que je n'occuperai aucune responsabilité gouvernementale et ne tiendrai aucun poste politique dans le Tibet de l'avenir permettent clairement de juger si mes efforts pour la cause tibétaine sont accomplis pour mon bénéfice personnel, comme le prétendent les Chinois, ou pas. En outre, tout cela est clairement exprimé dans la charte qui régit l'administration tibétaine en exil et dans les directives pour une politique future du Tibet et les aspects fondamentaux de sa constitution, que j'ai annoncé le 26 février 1992. En conclusion de ces directives, j'ai suggéré que le Tibet ne doit pas se faire influencer ou ébranler par les politiques et idéologies d'autres pays, mais demeurer en état neutre dans le véritable sens du terme. Il entretiendra une relation cordiale et fraternelle avec toutes les nations, sans aucun sentiment d'hostilité ou d'animité. De même, dans mon allocution du 10 mars 1992, j'ai déclaré: Quand une relation véritablement cordiale sera établie entre les Tibétains et les Chinois, elle nous permettra non seulement de résoudre les différends entre nos deux nations au cours de ce siècle, mais elle permettra aussi aux Tibétains, à travers leur riche tradition culturelle, d'apporter une contribution significative à la paix de l'esprit de millions de jeunes Chinois. Mes tentatives pour établir une relation personnelle avec les dirigeants chinois incluent ma proposition, présentée fin 1980, par l'intermédiaire de votre ambassade à New Delhi, de rencontrer le secrétaire général Hu Yaobang pendant l'une de ses visites à l'étranger, dans tout lieu adéquat. En décembre 1991, quand le Premier ministre Li Peng s'est rendu à New Delhi, j'ai proposé de l'y rencontrer. Ces ouvertures ont été vaines.
Une lecture impartiale de ces points ci-dessus montrera clairement que mes idées et mes efforts répétés ont constamment tendu à rechercher des solutions qui permettraient au Tibet et à la Chine de vivre ensemble en paix. À la lumière de ces faits, il est difficile de comprendre l'objectif de la position du gouvernement chinois, qui maintient que la déclaration de 1979 de M. Deng Xiaoping sur le Tibet est toujours valable et que dès que le Dalai Lama renoncera à ses activités séparatistes, des négociations pourront commencer. Cette position a été prise encore et encore, sans que mes nombreuses initiatives reçoivent de réponse. Si la Chine souhaite que le Tibet demeure en Chine, alors la Chine doit créer les conditions nécessaires pour cela. Le temps est venu pour les Chinois de montrer un chemin pour que le Tibet et la Chine vivent ensemble dans l'amitié. Un plan détaillé étape par étape à propos du statut du Tibet devrait être explicité. Si un tel plan existait, indépendamment de la possibilité ou non d'un accord, nous, les Tibétains, pourrions décider si nous voulons vivre avec la Chine ou pas. Si nous, les Tibétains, obtenons d'exercer nos droits fondamentaux à notre satisfaction, nous ne serons pas aveugles aux possibles avantages de la vie avec les Chinois. J'ai confiance en la vision à long terme et en la sagesse des dirigeants chinois. Et j'espère qu'ils tiendront compte des changements politiques globaux actuels, de la nécessité de résoudre pacifiquement le problème tibétain et de promouvoir une amitié réelle et durable entre nos peuples voisins. Lettre de condoléances à Jiang Zemin, 1997. Votre Excellence, à l'occasion de la disparition de M. Deng Xiaoping, je souhaite exprimer mes condoléances aux membres de sa famille, ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République populaire de Chine. Le décès de M. Deng Xiaoping est une grande perte pour la Chine. J'ai rencontré M. Deng Xiaoping lors de ma visite en Chine en 1954. C'était un révolutionnaire et un grand dirigeant de la Chine avec un courage exceptionnel, de la persévérance, des compétences et un talent pour diriger. En ce qui concerne le Tibet, en 1979, M. Deng Xiaoping a invité à Pékin mon frère aîné, M. Gyalo Tongju, et lui a déclaré qu'à part la question de l'indépendance totale du Tibet, tous les autres problèmes pouvaient être discutés et résolus. Depuis, encouragé par les changements d'ensemble en Chine et la nouvelle attitude pragmatique à l'égard du problème du Tibet, j'ai constamment fait des efforts sincères pour que le gouvernement chinois engage des négociations franches à propos de l'avenir du Tibet. Malheureusement, au cours des 18 dernières années, le gouvernement chinois n'a pas répondu favorablement à mes propositions et mes initiatives visant une résolution négociée de nos problèmes dans le cadre posé par M. Deng Xiaoping. Il est très regrettable que de sérieuses négociations sur le problème du Tibet n'aient pas pu avoir lieu du vivant de M. Deng. Cependant, je suis fermement convaincu que l'absence de M. Deng offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, tant pour les Tibétains que pour les Chinois. J'espère vraiment que sous votre direction, le gouvernement chinois se rendra compte qu'il est sage de résoudre le problème du Tibet à travers des négociations dans un esprit de réconciliation et de compromis. Pour ma part, je demeure convaincu que notre problème ne peut être résolu que par des négociations menées dans une atmosphère de sincérité et d'ouverture. Avec mes prières et mes meilleurs vœux, je vous prie d'agréer mes sentiments sincères, le Dalai Lama. Lettre à Jiang Zemin, 1997. Votre Excellence, alors que vous vous préparez avec d'autres membres de la direction chinoise pour le prochain congrès du parti, si crucial, j'aimerais m'efforcer de nouveau de souligner la nécessité d'une solution prompte au problème du Tibet. Depuis presque 5 décennies, le problème du Tibet a causé beaucoup de souffrance au peuple tibétain, physiquement et émotionnellement. En outre, l'incapacité à résoudre le problème tibétain a de plus en plus terni l'image internationale et la réputation de la Chine, cette grande nation. Personnellement, j'ai un grand respect et beaucoup d'admiration pour la Chine, et je souhaite sincèrement qu'elle soit un membre de premier plan dans le concert des nations. Plus vite nous trouverons une solution mutuellement acceptable au problème du Tibet,
mieux ce sera pour les peuples tibétains et chinois. Je continue de penser qu'avec des efforts sincères des deux parties, nous pouvons trouver une telle solution. Pour ma part, j'ai saisi chaque opportunité de clarifier certaines des appréhensions que les dirigeants chinois semblaient avoir à propos de ma proposition. Je suis convaincue qu'il est plus important de se tourner vers l'avenir que de demeurer dans le passé. L'important, c'est le bénéfice maximum pour le peuple concerné. Fort de cette conviction, j'ai proposé une solution au problème du Tibet qui ne requiert pas de sécession entre le Tibet et la Chine. Si vous étudiez ma proposition, telle que je l'avais explicitée en 1988, vous constaterez qu'elle est cohérente avec la politique que la Chine adopte à l'égard de problèmes comme Hong Kong ou Taïwan. Ma proposition n'est pas différente de ce concept politique d'un pays, deux systèmes, et entre clairement dans le cadre formulé par M. Deng Xiaoping sur le problème du Tibet. Ces dernières années, l'absence de contrat direct entre les deux parties a fait augmenter les malentendus et la méfiance, avec pour résultat un sentiment d'aliénation plus profond les uns pour les autres. Cela est extrêmement malheureux et ne sert les intérêts ni des Tibétains ni de votre gouvernement. Pendant des siècles, les Tibétains et les Chinois ont vécu côte à côte. À l'avenir, ils continueront de le faire. Malgré le soutien international croissant pour le Tibet, en fin de compte, c'est aux Tibétains et aux Chinois de trouver une solution mutuellement acceptable. Il est donc temps, pour nous, tous, d'agir en faisant preuve de courage, de largeur de vue et de sagesse. Je suis déterminée à consacrer le reste de ma vie à la réconciliation, au respect mutuel et à l'amitié entre les peuples tibétains et chinois. J'aimerais vous assurer que vous trouverez en moi un partenaire attaché à chercher une solution bénéfique et mutuellement acceptable aux problèmes tibétains. J'aimerais donc vous proposer une rencontre le plus tôt possible entre mes représentants et des officiels délégués par la direction chinoise, qui nous donnerait l'opportunité de comprendre nos façons de penser respectives. Il est nécessaire d'engager de nouvelles ouvertures qui permettront de bâtir l'assurance et de la confiance. J'espère que le gouvernement que vous dirigez agira avec sagesse et pragmatisme et nous donnera une réponse favorable au plus tôt. Avec mes prières et mes meilleurs vœux, je vous prie d'agréer mes sentiments sincères, le Dalai Lama. Sincère, le Dalai Lama.